Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. En politique, on dit souvent que les plus grandes batailles se mènent en interne. Cet adage est d'autant plus vrai que la plupart des coups d'État en Afrique sont menés par des proches. Il y a donc lieu de dire que Alpha Condé vient d'en payer le prix. Alpha Condé a été renversé par son petit frère du village, un proche qu'il est allé chercher dans l'armée française. Mais comment Mamadi Doumbouya a-t-il trahi Alpha Condé et le peuple guinéen? Qui est vraiment Mamadi Doumbouya? Comment bien comprendre la situation qui prévaut en Guinée aujourd'hui? Suivons maintenant les éclairages sur la situation par les confrères de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Alpha Condé a-t-il payé le prix fort de son patriotisme économique? Les relations entre l'ancien président guinéen et certains partenaires occidentaux de la Guinée étaient loin d'être au beau fixe depuis l'annulation du contrat d'exploitation de l'un des plus importants sites miniers jugés très défavorables à la Guinée. Malgré les multiples pressions et autres tentatives d'arrangement à l'amiable, Alpha Condé est resté droit dans ses bottes. Goura Abdul Kadir. La bataille était davantage sur le terrain de l'intérêt économique que sur une question de troisième mandat. Les trois protagonistes, pour livrer la partie autour du site minier de Simandou, l'une des plus importantes réserves de minerais au monde située à 100 km de la capitale Conakry, mais qui n'a jamais appartenu au peuple guinéen. Alpha Condé, arrivé au pouvoir en 2010, avait fait de ce dossier l'une de ses priorités. Mais en face de lui, c'est un milliardaire, Bénis Tesmes, l'homme d'affaires franco-israélien qui occupe le site très riche en fer depuis le début des années 2000, acquis au prix des miettes des mains du président Lassana Conté. Suspecté des faits de corruption, le désormais ex-président guinéen avait jugé très utile de revoir le contrat. Et pour corriger la copie, c'est devant le tribunal suisse qu'il traîne toute une industrie dont le nom et l'apport comptent jusqu'au sein de l'Élysée. L'intérêt économique autour de ce site, classé deuxième au monde en termes de son potentiel en fer, avait même contraint Sarkozy à aller à la rencontre de celui qu'il n'avait pourtant pas voulu croiser le chemin, même le temps d'une escale durant son bailli à la tête de la République française. 3 visites en l'espace de 4 mois, suffisant pour comprendre l'enjeu. L'espoir de trouver un arrangement à l'amiable est très vite éteint par l'attribution de Simandou aux partenaires chinois arrivant à grands enjambées sur le site. Le temps passe, Condé au pouvoir, mais rien comme espoir du côté de la France. Seul issu, le milliardaire français sera contraint de renoncer à ses droits en échange de l'abandon des poursuites judiciaires. Sa sortie de piste semble plus liée à ses mastodontes de finances et des industries minières déterminées à l'eau broyée pour son rôle de fauteur de troubles qu'à une histoire de troisième mandat. Alpha Condé a donc été chassé du pouvoir. La question qu'on pourrait bien se poser, à qui profite le putsch de dimanche dernier et surtout, et pourquoi maintenant? Intéressons-nous ce soir au leader d'hier dont les dernières apparitions ont montré un homme défendant les intérêts d'abord de son pays, et surtout de son pays, et également de l'Afrique. Condé révolutionnaire ou tout simplement simple opportuniste à la dernière heure, de la dernière heure, El Chirim. Les années l'auraient-il rendu plus sage? On pourrait le croire, mais plus courageux, certainement, du moins ses actes sur le tard de sa vie tendent à le confirmer. C'est un Alpha Condé rempli d'assurance qui se drape du boubou de panafricaniste pour encourager les États africains à couper le cordon ombilical qui les tient en laisse depuis des décennies. Nous sommes en 2017 et devant le monde, le tout nouveau président de l'Union africaine assume, ce sont ses mots, cette rupture d'avec l'Hexagone qu'il juge plus que jamais opportune et même nécessaire. Les actions se prêtent au mot. Le leader ne cède pas aux pressions de Paris sur le dossier Bénis Tesmes du nom de cet homme d'affaires franco-israélien impliqué dans des histoires de corruption et de pots de vin de fonctionnaires burkinabés. De plus, le contrat concernant la concession minière de Simandou, dossier attaché aux mises en cause, ne sera pas renouvelé. L'homme qui s'est retrouvé une âme de patriote s'y oppose fermement. Mais cet élan ne fera pas long feu, pas plus qu'il n'effacera les pas marqués aux côtés et grâce à la France, notamment dans son installation et son maintien dans le fauteuil de l'exécutif guinéen. L'octogénaire, débarqué par les armes, n'aura donc eu que très peu de temps pour asseoir définitivement cette image de leader panafricain, œuvre commencée au final, beaucoup trop tard. Alors cet autre coup de force, a-t-on envie de s'interroger, revendiqué par cet officier supérieur, 15 ans au service de la France. Du haut de ses 41 ans, Mamadi Doumbouya ne s'est jamais éloigné des bases militaires françaises sur le continent.
Djibouti, Côte d'Ivoire, Sénégal, les missions opérationnelles dans ces pays n'ont aucun secret pour ce père de 3 enfants, marié à une Française, tout comme ses interventions dans les pays comme la République centrafricaine, Palme d'Or, d'écho du genre en Afrique centrale, surclassant même le Burkina Faso, aussi connu pour son instabilité à répétition depuis 1960. Entre 1960 justement à nos jours, près de 200 tentatives de coups de force enregistrées. À l'exception du Soudan, les pays d'Afrique francophone sont largement dévants. À quoi ont-ils servi, si ce n'est contribuer à appauvrir une population déjà suffisamment pauvre et servir les intérêts de puissances étrangères? Bonsoir Louis Camaillu, merci d'être avec nous. Mamani Doumbouya, l'instigateur du coup d'État, a donc déclaré aujourd'hui la mise en place d'un gouvernement d'union nationale chargé de conduire une période, je cite, de transition politique. Il promet qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais clairement, est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui en Guinée-Conakry une dictature? Non, faut pas galvauder le terme dictature. Je pense qu'il y a un manque de respect de la Constitution qui a d'abord été opéré par le président Alpha Condé, qui a ensuite été accentué par ce coup d'État. Mais de là à parler d'une dictature, je pense qu'on est dans une période très incertaine où l'on ne sait pas très précisément où sont les leviers de pouvoir. On sait qui tient le pouvoir, mais on ne sait pas où sont les leviers et quelle sera la résistance. Certains disent que l'ancien légionnaire français a attaqué au nom de certaines amitiés françaises pour défendre des intérêts. D'autres parlent de tas d'autres théories. Certains disent que par panafricanisme, on devrait soutenir ce coup d'État parce que c'est un coup d'État qui devrait permettre, on devrait condamner, ce coup d'État parce que c'est un coup d'État qui vient fragiliser davantage un président qui était patriote, qui voulait nationaliser un certain nombre de mines dans son pays. Mais je crois qu'on va beaucoup trop vite en besogne. Le vrai problème ici, c'est que comme dans la plupart des pays africains, d'une part, on a un vrai problème de pauvreté, un problème de développement économique qui est évident. Il y a un problème de répartition des richesses. Et puis, il y a surtout que la démocratie est une grève qui tarde à prendre. La preuve en est que malgré le fait que le président Alpha Condé, qui a été élu en 2010 pour représenter l'année zéro, qui représentait l'année zéro de la démocratie en Guinée, malgré cela, il est devenu la caricature de lui-même en étant obligé de quitter le pouvoir sous le coup des militaires après que les civils n'aient pas réussi à lui faire renoncer à un 3e mandat. Alors, vous l'avez dit, c'est un ancien légionnaire français, Mamadi Doumbouya, à la tête des forces spéciales guinéennes. Vous l'avez évoqué, mais pour ceux qui ignoreraient cette histoire, quels sont les liens avec la France? Quel rôle avait-il auprès du président Alpha Condé, justement? Alors, ce lieutenant-colonel qui a été dans la Légion étrangère française a proposé ses services à son pays parce qu'il estimait qu'après toutes les années de formation qu'il a passées au Gabon, au Sénégal, en France, en Israël et dans d'autres pays et les champs d'opération qu'il a connus, il pouvait être utile à son pays au niveau de la répression du terrorisme, par exemple. Et donc, le président Alpha Condé a spécialement créé cette unité d'élite spéciale pour lui et l'a placé à la tête de cette unité en lui faisant une confiance totale. J'ai entendu dans le reportage qu'il y avait des soupçons qui étaient portés sur sa personne, mais le fait est que le président Alpha Condé a continué de lui faire confiance, donc il n'a pas prêté toute l'attention nécessaire aux mises en garde qui lui étaient faites par rapport à cet ancien légionnaire de la Légion étrangère française. Donc, il y a eu un rapport de confiance entre eux. Officieusement, certains disent que l'unité a été mise sur pied pour réprimer les manifestants et surtout éviter que les manifestations politiques prennent de l'ampleur. Mais officiellement, l'unité avait été mise sur pied pour lutter contre le terrorisme qui est aux portes de la Guinée à partir du Sahel. Lors de sa première prise de parole, il a également annoncé vouloir rassembler le pays et mettre fin au mal guinéen. Le pays, c'est vrai, traverse une crise politique depuis l'élection présidentielle du mois d'octobre. Selon vous, est-ce qu'il peut avoir les moyens de cette ambition? Ça va être difficile de le faire, même si c'est au bout de 18 mois, parce que je suppose qu'il demandera
un agenda de 18 mois pour arriver à passer le pouvoir aux civils. Je pense que ça va être très long parce que le mal guinéen ne se limite pas au viol de la Constitution ou à la gabegie financière. D'ailleurs que sur le plan économique, on peut remarquer que malgré tout ce qui a été dit sur le bilan d'Alpha Condé, sur le plan économique, il a quand même réussi à relancer la machine économique de la Guinée. Donc je ne pense pas qu'en 18 mois, il puisse résoudre cette crise, ce mal guinéen, comme ils l'ont qualifié, parce que le mal est profond. Il est d'abord celui d'une nation, d'un pays qui n'arrive pas à faire nation. On a beaucoup d'ethnies en Guinée, et ces ethnies-là, aujourd'hui, quand on parle de la vie politique en Guinée, on ne n'analyse que sous le prisme ethnique, de savoir ce que sont les Malinké, ce que sont les Soussous, ce que sont les gens de la côte, et ainsi de suite. Donc, la Guinée forestière. Donc, si on n'arrive déjà pas à créer cette nation guinéenne, le reste sera très compliqué. Pourtant, c'est un chantier qui doit être mené aujourd'hui. Donc, il y a cette dimension ethnique qui doit être réglée. Il y a la dimension économique et surtout la dimension de la crise sanitaire qui vient accentuer cette crise économique et la répartition des maigres richesses dont dispose le pays. Ça aussi, il faudra s'en occuper et je ne pense pas qu'en 18 mois, encore une fois, même en faisant un gouvernement d'inclusion, les militaires et ceux qui travailleront avec eux y arrivent. Merci beaucoup Louis Kemayou d'avoir été avec nous en direct sur RT France pour nous apporter votre analyse. L'homme fort du pays, c'est lui, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Il a la réputation d'être un officier aguerri et instruit. Pour Lamine Guérassi, journaliste et fondateur du groupe Adafo Média Guinée, le chef de la junte affiche une volonté de vouloir rassembler autour de lui pour former un gouvernement de transition. On l'écoute. Il est en phase de consultation. Est-ce que d'ici la semaine prochaine, tout peut aller très vite, en tout cas de ce côté, pour mettre un gouvernement d'union nationale? On voit déjà des déclarations de certains partis politiques qui disent ouverts à pourquoi pas adhérer, comme Dr Ousmane Kaba, qui est du PADES, qui a collaboré à un moment donné aussi avec Alpha Condé. Donc, des choses se font. Avec qui, qu'est-ce qui peut se passer dans les heures à venir ou dans les jours à venir en ce qui concerne ce gouvernement de consensus, d'union nationale. On verra bien, est-ce que c'est un civil à la tête, est-ce que c'est un militaire à la tête. Je pense aujourd'hui que les gens ont compris qu'il fallait se rallier, c'est comme ça de le dire. Donc de ce côté, si dimanche encore il y avait quelques tirs par endroits, aujourd'hui ça s'est calmé. Vous êtes sur Universal News TV. Suivons aussi la déclaration de Cellou Dalein Diallo, membre de l'opposition guinéenne. Déclaration de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. ANAT. Le 5 septembre 2001. Le 5 septembre 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alpha Condé. Il porte l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. En effet, notre armée, représentée par le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAT et les autres forces vives du pays, éprises de justice et de démocratie. L'ANAT prend acte de la déclaration de prise du pouvoir du CNRD. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leurs finalités se confondent avec les aspirations de l'ANAT, que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre État, la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est pourquoi le CNRD peut compter sur le soutien de l'ANAT dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement
du 5 septembre 2021. Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien. L'ANAD tient également à saluer tous ceux qui, à travers le monde et au nom des valeurs démocratiques, ont, sous diverses formes, accompagné et soutenu son combat. L'ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'état de droit. Fait à Conakry le 16 septembre 2021, fait à Conakry le 6 septembre 2021, l'ANAD. En rappel, la Guinée-Conakry est l'un des pays les plus riches en ressources naturelles au monde, mais où les populations vivent sous le seuil de la pauvreté. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.